Vous écoutez un podcast d'ING. Bonjour et bienvenue dans EcoCheck. Je suis Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial pour parler des perspectives pour la seconde moitié de l'année. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné de mon collègue Vincent Juvins, qui est en charge de la stratégie d'investissement chez ING en Belgique. Bonjour Vincent. Bonjour Charlotte. Vincent et moi, nous travaillons ensemble. Donc d'un côté, les analyses économiques que notre équipe font nourrissent la stratégie d'investissement qui est gérée par Vincent et son équipe. Et en plus, de l'autre côté, on a l'habitude de discuter des perspectives économiques et financières, notamment lors de conférences. Aujourd'hui, je vous donne donc un petit aperçu de cette collaboration directement dans ce podcast. Et Vincent, comme on se connaît bien, je vais me permettre d'aller droit au but et de poser quelques questions sans détour, de ces questions que tous les investisseurs finalement se posent à l'heure actuelle. Alors peut-être pour commencer, malgré le choc énergétique, mais on n'a pas eu que ça cette première partie d'année. On a eu aussi le Venezuela, souvenez-vous, on a eu le Groenland, donc on a vraiment une année très très chargée d'un point de vue économique, des perspectives qui se sont ensombries. Eh bien, on a vu des marchés financiers qui ont super bien performé. Est-ce que c'est pas finalement un peu trop? Est-ce que c'est pas le moment de se retirer des marchés qui auraient trop performé compte tenu du contexte? Qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Eh bien, merci en tout cas de rappeler ces différents événements. J'avais même personnellement oublié le Venezuela. C'est Dieu sait dire qu'il y avait eu pas mal d'événements cette année. Alors, les marchés ont évidemment bien performé cette année. Le compteur est, à l'heure où je m'exprime, à un peu plus de 14% pour les actions mondiales. Donc, on parle de crise, mais en fait, pour les marchés boursiers, c'est absolument pas la crise. Alors, se pose la question, évidemment, des investisseurs. Est-ce que les marchés vont pas un peu trop vite en besogne? Est-ce qu'ils ne sont pas déconnectés des fondamentaux économiques? Et là, ma réponse est clairement non, puisque cette performance, elle a été portée par la croissance bénéficiaire des marchés d'actions qui a été supérieure. Donc, c'est-à-dire que finalement, on a des marchés qui, dans l'intervalle, sont devenus moins chers. C'est vraiment les bénéfices de ces entreprises qui ont porté les marchés d'actions. Alors, tous les secteurs ne sont pas évidemment logés à la même enseigne. Certaines régions, certains secteurs font mieux que d'autres. Et je dirais, sans grande surprise, on voit que c'est le secteur technologique qui aujourd'hui porte cette croissance bénéficiaire avec 50 à 60% de croissance bénéficiaire attendue cette année. Alors, c'est vrai en Occident, c'est également vrai dans les pays émergents. C'est ce qui soutient aussi d'ailleurs les pays émergents qui affichent de loin les meilleures croissances bénéficiaires aujourd'hui. Ces deux marchés, il faut le savoir, affichent des secteurs tech et pays émergents des performances de plus de 30% depuis le début de l'année. Donc ces performances peuvent sembler élevées, mais ne sont en aucun cas déconnectées de la réalité économique puisqu'elles ont été générées par des croissances bénéficiaires et que finalement ces secteurs et ces régions sont devenus moins chers dans l'intervalle. Donc je suis relativement confiant par rapport aux perspectives de marché pour le second semestre puisqu'elles continueront à être portées par cette croissance bénéficiaire. Cela étant, cette croissance bénéficiaire, elle est également finalement drivée par la croissance économique. Et là, peut-être, à moi de te retourner cette question, Charlotte, qu'en est-il sur vos perspectives de croissance pour la seconde partie de l'année? Alors, on peut dire que le ciel s'est un peu éclairci, ça va un peu mieux. Avec les perspectives d'un accord au Moyen-Orient, on a vu les prix de l'énergie retomber. Et donc ça, c'est évidemment une bonne nouvelle parce que le début de l'année a été marqué par ce choc énergétique, par des prix de l'énergie qui avaient beaucoup augmenté. Ça engendrait de l'inflation et certainement en Europe, ça a ralenti l'activité économique. Donc le fait que ça diminue maintenant, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les craintes de récession que certains pouvaient avoir sont probablement un peu mises de côté. Après, ça ne veut pas dire non plus que la situation économique est revenue au niveau de celle du début d'année. On a quand même ce choc qui va continuer à avoir un impact. Pourquoi? D'abord, les prix de l'énergie, ils ont redescendu, mais ils sont quand même pas au niveau du début de l'année. On a, pendant plusieurs mois, on n'avait pas assez de pétrole, assez de gaz, donc on a utilisé nos réserves de façon très large, et maintenant, il faut remplir les réserves de pétrole, mais aussi les réserves de gaz, qui doivent être prêtes pour l'hiver prochain, pardon. Et donc, les deux mis ensemble font que, finalement, on a déjà vu une baisse des prix de l'énergie, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les prix de l'énergie continuent de chuter très fortement, là, tout de suite, dans les prochains mois. Il va falloir remplir les réserves, il va falloir remettre en production les champs pétroliers qui ont été arrêtés, certains ont été détruits, donc ça va prendre un peu de temps. Pour la suite de l'année, les prix de l'énergie vont rester plus élevés qu'au début 2026. Il faudra probablement attendre 2027 pour voir vraiment que les prix de l'énergie rediminuent, très clairement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire pour l'activité économique, et je vais d'abord parler de l'Europe, parce que je pense que c'est en Europe qu'on a été le plus touché
par ce choc, en tout cas quand on compare par rapport aux États-Unis, par exemple. Compte tenu du fait qu'on avait ce choc qui a généré de l'inflation, qui a généré de l'incertitude, on a eu un ralentissement économique très clair au deuxième trimestre. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, le ralentissement ne risque pas de s'aggraver, donc ça va un peu mieux, mais il n'y a pas non plus des relais de croissance très forts. Donc c'est pas qu'on est reparti pour avoir une croissance très dynamique. Je pense qu'on va rester avec une croissance assez modeste en Europe dans les prochains trimestres. Ça reste un élément très important pour nos perspectives. A contrario, aux États-Unis, c'est un peu différent. D'abord, ils sont producteurs de pétrole, de gaz. Donc, ils ont été beaucoup moins touchés par le choc pétrolier. Et puis, ils ont aussi d'autres vecteurs de croissance, et notamment tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, à la technologie au sens large. En fait, on voit un vrai boom en termes d'investissement de l'ensemble des entreprises aux États-Unis qui investissent énormément dans la nouvelle technologie, et ça génère de l'activité, ça génère de la croissance économique, et donc on a une croissance économique qui reste assez solide et qui devrait rester solide dans les prochains mois, très clairement aux États-Unis, beaucoup plus solide qu'en Europe, évidemment, grâce à ces relais de croissance. Alors bon, Vincent, j'aborde l'intelligence artificielle, je pense que c'est quand même un sujet clé pour les marchés financiers. Est-ce que finalement, on n'est pas dans une situation que beaucoup craignent, une situation de bulle sur les marchés financiers, vu les performances de ces entreprises qui développent et permettent de créer l'intelligence artificielle? Alors, je vais m'exprimer pour répondre à cette question, et c'est par prudence, en tout cas, simplement d'un aspect financier. Alors, d'un point de vue financier, il n'y a absolument pas de bulle dans l'intelligence artificielle. De nombreuses questions demeurent quant à l'impact de l'intelligence artificielle sur nos économies, sur la productivité, sur notre futur, sur le futur de l'emploi, et ainsi de suite. On n'a pas de réponse définitive par rapport à cela. Dans le secteur technologique, les avis divergent également, mais aujourd'hui, purement d'un point de vue financier, il n'y a absolument pas de bulle sur l'intelligence artificielle. Une bulle se poserait finalement qu'on ait une évolution des cours qui soit complètement déconnectée de la réalité économique sous-jacente. Or, ça n'est pas le cas. On a une réalité économique qui est mesurable, alors à la fois dans les investissements qui portent la croissance américaine aujourd'hui et qui portent les résultats d'entreprise. Cette année, les 5 hyperscalers que sont Meta, Google, Amazon, Oracle et Google vont investir ensemble 700 milliards de dollars. Donc c'est bon pour le PIB, mais c'est bon pour tout l'écosystème du secteur, puis ça soutient les bénéfices notamment des fabricants de puces, notamment pour les data centers. Donc, on a quelque chose qui est tangible, on a des entreprises qui sont contrôlées tous les trimestres, puisqu'elles doivent rapporter leurs résultats, et que de trimestre en trimestre, on voit qu'elles battent les attentes bénéficiaires des analystes, et pas qu'un peu, on a des attentes pour cette année qui sont à peu près de 60%, donc c'est dire. Donc, il y a un contrôle qui est effectué chaque trimestre. Alors, certaines entreprises ne sont pas encore notées, mais je pense par exemple à Anthropic qui fera son introduction en bourse plus tard cette année, réalise déjà des bénéfices aujourd'hui, et on voit que réellement ces bénéfices sur l'IA sont en rendez-vous. Donc encore une fois, d'un point de vue purement financier, on a quelque chose qui est évidemment tangible, mesurable, donc on tend, nous, à rester exposés à cette thématique, évidemment, dans nos portefeuilles. Cela étant, face à l'inconnu, à l'incertitude par rapport à cette thématique dans le futur, on diversifie évidemment notre exposition à cette thématique, d'un point de vue régional, avec notamment une exposition à la Chine, qui est le concurrent direct des États-Unis, et d'un point de vue vertical, en regardant les secteurs, parfois comme le nôtre, le secteur financier ou le secteur pharmaceutique, qui intègrent cette technologie pour révolutionner leur propre secteur. Donc, voilà, la meilleure réponse à cette incertitude par rapport à la bulle, c'est de se diversifier, mais bulle d'un point de vue financier, non, absolument pas. On reste à l'aise avec ça. Par contre, c'est un secteur qui risque d'être freiné par ses propres limites physique. Il faut toujours investir davantage en nouveaux data centers et ainsi de suite. Dans notre pays, par exemple, il y a un temps d'attente de 5 ans pour chaque nouveau data center. On voit que le prix des puces électroniques s'envole. Les fabricants ne savent pas suivre aujourd'hui. Et là, l'évolution du prix de ces composants freine la capacité de développement du secteur. Donc, l'inflation du prix de certains composants est aujourd'hui le problème, mais on pourra avoir également un problème plus lié à l'inflation de manière classique, puisque l'augmentation des taux pourrait également freiner l'expansion de ce secteur. Et là, je te renvoie la question, Charlotte. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de perspective d'inflation? Alors, pas sur les composants électroniques, mais plus généralement, et donc sur les taux. Oui, alors l'inflation, c'est intéressant ce qui se passe, parce que maintenant qu'on a les prix du pétrole et du gaz qui ont redescendu par rapport à leur niveau haut, clairement, on a un peu moins de crainte sur l'inflation énergétique. Or, cette inflation énergétique, à l'heure actuelle, au mois de juin, eh bien, elle contribue de façon assez forte à l'inflation globale, donc à l'ensemble des prix des biens et des services utilisés pour la consommation. Donc, cette inflation énergétique, elle va rediminuer un petit peu. Elle va pas disparaître. Les prix de l'énergie restent plus chers que l'année passée, mais elle diminue un petit peu par rapport aux derniers
derniers mois. Par contre, on a en fait des effets de second tour qui commencent déjà à se matérialiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inflation énergétique a engendré des hausses de coûts pour les entreprises de manière générale, et ces hausses de coûts, elles sont en train d'être répercutées sur les prix à la consommation, aussi bien dans les biens que dans les services. On voit aussi d'autres sources d'inflation, notamment les prix alimentaires. On sait qu'en général, quand on a des hausses des prix de l'énergie, jusqu'à 1 an après, on voit des répercussions de ces hausses des prix de l'énergie sur les prix de l'alimentation, et donc on risque encore de voir des hausses de prix de ce niveau-là. Donc on n'a pas totalement fini de parler de l'inflation, on va parler un peu moins d'inflation énergétique, mais le reste de l'inflation est quand même plutôt à la hausse, très clairement, dans l'état actuel des choses. Et ça veut dire que les banques centrales, elles restent quand même très prudentes face à la situation actuelle, et elles ne veulent pas laisser passer les choses. Il y a quand même encore de l'inflation, ça continue de poser question. Aux États-Unis, la Banque centrale américaine, la Fed, a finalement tout à fait changé son discours. Si on compare par rapport à la fin 2025, où finalement toutes les discussions étaient par rapport à des baisses éventuelles de taux, on est maintenant dans une situation différente. On a un nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, mais clairement, lors de la première réunion qu'il a fait ici au mois de juin, le consensus au sein de la Fed était clairement que les taux n'allaient pas baisser, pas dans les prochains mois, et ils pourraient même éventuellement augmenter. Alors, c'est pas sûr à ce stade, on n'en est pas complètement convaincu, mais clairement, on a des perspectives inflationnistes qui rendent un peu inconfortable la situation et qui risquent de continuer d'inquiéter les banques centrales, qui restent très vigilantes. En Europe également. En Europe, on voit que la Banque centrale européenne est assez attentive à la situation et surtout craint l'impact de tout ça sur les attentes inflationnistes, donc sur la façon dont les gens voient l'inflation dans le futur. Ça, c'est très important parce que la façon dont on voit l'inflation va en fait déterminer l'inflation effectivement observée dans le futur. Et comme on a vu que les attentes inflationnistes ont monté, eh bien, ça fait craindre un peu une inflation qui saute et entretient, et ça, la Banque centrale européenne, elle n'aime pas du tout. Elle a donc déjà relevé ses taux et clairement, c'est possible qu'elle réaugmente encore une fois ses taux dans les prochains mois. On sait que, par exemple, Philippe Ley, le chief économiste de la Banque centrale européenne, a très clairement laissé entendre dernièrement, ici dans les précédents jours, comme quoi ce qu'il considère être le taux neutre. Donc le taux neutre, c'est quoi? C'est finalement le taux d'intérêt d'une banque centrale où l'économie n'est pas stimulée, mais n'est pas non plus freinée. Eh bien, il considère ce taux neutre qu'il a monté un petit peu, au lieu d'être à 2,25, il est plutôt autour de 2,5. Pour moi, ça veut dire clairement que la Banque centrale européenne laisse entrouverte la porte pour une seconde hausse des taux et pour monter ces taux à 2,5. Donc, en résumé, on n'est pas du tout dans la situation de 2022 où on avait une inflation à 10% et des taux qui avaient dû monter très fort. En Europe, on était monté à 4%. C'était vraiment assez massif. Ici, on a une hausse de l'inflation, certes, une hausse des taux, certes, mais beaucoup plus faible. Mais évidemment, Vincent, tout ça, ça a un impact sur le marché obligataire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et finalement, est-ce qu'on n'a pas des bonnes opportunités en termes de rendement avec ces taux plus élevés sur le marché obligataire? Oui, certainement. Alors jusqu'ici, ça a été une tempête parfaite. Tout d'abord, plus d'incertitude en termes de politique monétaire. On verra ce qu'il en advient dans les prochains mois. Puis, évidemment, ce choc inflationniste, c'est quelque chose d'évidemment problématique. À cela se juxtaposent des problèmes préexistants et que nous avions anticipés, qui étaient déjà une réduction du bilan des banques centrales qui avait finalement un effet haussier sur les taux. Et puis, le choc énergétique auquel nous confronté actuellement, c'est aussi un choc budgétaire pour pas mal d'États. Donc, c'est venu aussi amener les investisseurs à demander une prime de risque supplémentaire pour détenir notamment des titres d'État. Donc, on a vu les taux d'intérêt remonter depuis ces derniers mois dans le sillage de la crise au Moyen-Orient. Et évidemment, qui dit hausse de taux d'intérêt dit baisse de valeur des marchés obligataires. En tous les cas, des marchés obligataires avec les maturités les plus longues et des marchés obligataires, notamment les plus sensibles à la détérioration des finances publiques, donc les obligations d'État. Alors, nous n'avions pas vu évidemment le conflit en Iran arriver, mais on était déjà positionné relativement bien pour y faire face. Nous avions des craintes par rapport à la baisse des bilans des banques centrales à début d'année et par rapport à la soutenabilité des dettes publiques. Donc nous avions déjà écarté, tant que faire se peut, les obligations souveraines au profit des obligations d'entreprise, qui ont l'avantage d'avoir des bons fondamentaux, des maturités relativement courtes entre 4 et 6 ans et des rendements entre 3 et 7% parfois si on va chercher de la dette à haut rendement. Ce positionnement a été tout à fait validé dans cette période de volatilité qu'on a traversée depuis le conflit en Iran et on le maintient aujourd'hui. Encore une fois, on voit davantage de risques sur les obligations souveraines aujourd'hui, ou en tout cas on n'est pas suffisamment bien rétribué, et on est plutôt bien rétribué sur la dette d'entreprise qui par ailleurs profite des croissances bénéficiaires qu'on a pu évoquer là tout à l'heure. Alors pour ceux qui étaient investis en obligations début d'année, ça n'a pas été aisé évidemment. Souvent quand ça c'est risque de stagflation, les marchés obligataires trinquent, on l'a vu, ils affichent même pour les obligations
obligations souveraines des performances négatives depuis le début de l'année. Mais enfin, aujourd'hui, lorsque on regarde le niveau de taux d'intérêt, on n'avait plus vu un tel niveau depuis 20 ans. En tout cas, une manière de l'évoquer, c'est de dire qu'aujourd'hui, lorsque j'en mets un curseur, par exemple, à 4% rendement, on voit qu'il y a 80% du marché obligataire mondial que ferait 4% et plus. Ça, on l'avait plus vu depuis 20 ans. Donc, pour les investisseurs qui voudraient re-rentrer, rajouter des obligations aujourd'hui, évidemment, il y a des opportunités, comme on a rarement vu. Donc, ça me rend optimiste pour les mois à venir, notamment pour les marchés obligataires, aux côtés des marchés d'actions, évidemment, qu'on a déjà évoqués. Et là aussi, l'accent est davantage mis sur le monde de l'entreprise, les obligations d'entreprise à haut rendement, les obligations émergentes. Donc finalement, sur les deux jambes de mon portefeuille, entre guillemets, sur les actions, on voit les opportunités émergentes, tech, financières. Sur les marchés obligataires, vraiment des opportunités qu'on a plus vues depuis 20 ans. Et dans le contexte inflationniste qu'on connaît aujourd'hui, 4% d'inflation en Belgique, c'est plutôt rassurant d'avoir ce type d'opportunité, car on a des opportunités pour générer 4% et plus dans les prochains mois. Ça me rend relativement confiant pour les prochains mois. Merci Vincent, et merci à tous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'EcoCheck. Je pense qu'il se passera encore beaucoup de choses d'un point de vue économique et donc on aura encore beaucoup de choses à discuter dans les prochains épisodes. Merci. À bientôt. EcoCheck.